Bonjour chers téléspectateurs, je vous remercie d'être passés nous voir dans la chaîne YouTube de l'INSEAD. Veuillez prendre place, nous allons commencer la projection. Je m'appelle Sadoun Djormaz, je fais partie de la promotion 2016-2018 de l'INSEAD. L'INSEAD est une école qui forme les futurs ingénieurs dans le domaine éco-énergétique. Passons à présent au vif du sujet. Et hop, me revoilà. Je vais à présent vous parler de quelques passages de mon mémoire scientifique qui se prénomme Comment dimensionner les systèmes techniques d'un bâtiment selon les normes en vigueur. Malgré que cela va vous paraître long, nous allons tout de même commencer par voir l'historique de la réglementation thermique. Il est bon de savoir d'où provient cette réglementation et à quoi elle sert. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, les pays industrialisés occidentaux ont connu une trentaine d'années de prospérité, de développement. C'est ce qu'on appelle les 30 glorieuses. C'est en 1971 que les États-Unis ont atteint leur pic de production pétrolière et de leurs besoins en pétrole. Suite à leur rapide croissance industrielle, les États-Unis ont annoncé ne plus pouvoir subvenir aux besoins des autres pays. C'est dans la même période que les États-Unis ont fait le choix de ne plus respecter les accords de Bretton Woods. De ce fait, en 1973, le prix du baril de pétrole a augmenté fortement. Et voilà comment fut le premier choc pétrolier. Suite à cela, en 1974, la France a décidé de réduire sa consommation énergétique en mettant en place la première réglementation thermique, nommée RT 1974, relative aux bâtiments neufs d'habitation. Cette RT exige l'isolation des parois des bâtiments neufs. En 1979, il y a eu le deuxième choc pétrolier, causé par la multiplication de 2,7 fois le prix du baril de pétrole en provenance des ressources iraniennes, due à la guerre Iran-Irak. Cette crise a été encore plus forte que la première, car elle a touché tout le monde. Suite à cela, la France met en place une nouvelle réglementation thermique, qui consiste à baisser de 20% les consommations énergétiques par rapport à la précédente. Puis, il y a la RT 1988. Il impacte les bâtiments résidentiels et les non résidentiels. Cette RT introduit le coefficient C qui permet de tenir compte dans les calculs. Contrairement aux deux RT précédentes, il tient compte aussi des besoins en eau chaude sanitaire des logements. L'une des dates clés de l'évolution de la réglementation thermique est le 11 décembre 1997. Cette date correspond à la troisième conférence des parties, tenue à Kyoto. L'objectif de ce protocole était de baisser de 5% les rejets à gaz à effet de serre entre 2008 et 2012, avec une diminution totale de 55% des émissions de CO2. En 2000, la France met en place une nouvelle RT, qui touche aussi les bâtiments tertiaires, contrairement aux précédentes réglementations thermiques. Cette réglementation fixe une baisse de 40% de la consommation des bâtiments tertiaires et une diminution de 20% de la consommation maximale des bâtiments d'habitation. En 2003, devant la communauté internationale, la France prend une décision et s'engage à diviser par un facteur de 4 les émissions nationales de gaz à effet de serre d'ici 2050. Suite à cet engagement, la France met en application une nouvelle RT, prénommée RT 2005, encore plus exigeante que le précédent. En effet, cette RT vise à réduire de 15% la consommation énergétique des bâtiments neufs et des extensions. La RT 2005 incorpore dans les calculs des exigences sur les consommations d'énergie primaire globale de 150 kWh par mètre carré par an sur tous les bâtiments neufs. Actuellement, la réglementation thermique en vigueur est la RT 2012. Cette RT 2012 a fixé la valeur de la contrainte sur la consommation d'énergie primaire globale à 50 kWh par mètre carré par an sur tous les bâtiments neufs. De plus, elle définit deux autres exigences, les besoins bioclimatiques, les bio, et la température intérieure conventionnelle, le TIC. La future réglementation thermique sera probablement la RT 2020.
Cette réglementation thermique consistera à construire des maisons dites passives, c'est-à-dire qu'elles pourront eux-mêmes subvenir à leurs propres besoins énergétiques. Elles pourront même produire un surplus qu'ils pourront valoriser par la suite. Il ne faut pas oublier que la réglementation thermique est mise en place par l'État. Elle permet de fixer les exigences énergétiques des bâtiments. La RT souscrit les procédés de construction à respecter pour concevoir un bâtiment le moins énergivore possible. Il faut aussi garder en tête que la réglementation thermique tend vers une consommation d'énergie globale nulle et que l'on cherche toujours à faire des bâtiments qui anticipent les objectifs des réglementations thermiques futures. Dans cette partie, nous allons voir les notions de base qui vous permettront de mieux comprendre la réglementation thermique. Cette lettre grecque s'appelle grand phi. Elle représente le flux d'échange, c'est-à-dire le transfert d'énergie interne d'un corps vers un autre. Son unité de mesure est le joule par seconde, c'est-à-dire des watts. On peut rencontrer aussi l'expression de la densité de flux, notée petit phi, que représente le flux thermique par mètre carré. Ces deux grandeurs sont utilisées pour les calculs de déperdition thermique. D'après vous, le flux thermique se déplace-t-il de la zone la plus froide vers la plus chaude ou de la zone la plus chaude vers la plus froide? La réponse à cette question est très simple. En effet, le flux de chaleur se déplace toujours de la zone la plus chaude vers la plus froide, car le froid n'existe pas. C'est une absence de chaleur. À présent, nous allons voir les différents types d'échanges thermiques. Le premier type d'échange thermique est le rayonnement. Le rayonnement est un déplacement de photons. Le photon ne possédant pas de masse, son énergie équivaut au produit de la constante de Planck ainsi que de la fréquence du photon. Il faut garder en tête que tout corps rayonne et que le rayonnement peut se déplacer dans le vide. Dans notre domaine, nous tenons compte des apports du rayonnement que lorsque l'on dimensionnons la climatisation d'une structure et pas le dimensionnement de chauffage, car dans le dimensionnement, nous nous plaçons toujours dans le cas le plus défavorable. À présent, nous allons voir le deuxième type d'échange thermique, qui s'appelle la convection. La convection est un échange thermique qui est dû à un échange entre un solide et un fluide, ou entre deux fluides. Le fluide, tel représenté sur le schéma par l'eau, en contact avec le solide, se réchauffe ou se refroidit selon la différence de température entre le fluide et le solide, ce qui crée un mouvement du fluide. Car plus la température du fluide est chaude, plus il monte, alors que le fluide avec une température basse a tendance à descendre. Ce phénomène est appelé la convection. Le dernier type d'échange thermique s'appelle la conduction. La conduction est un mode de transfert dû à une différence de température dans un solide. Elle s'effectue en effet seulement dans les solides. Dans ce phénomène, il n'y a pas de déplacement d'atomes, mais juste un transfert d'énergie d'un atome à un autre. À présent, nous allons voir les proportions de déperdition à travers une maison. Dans une maison, 5% des déperditions sont dues au plan thermique et 10% sont dues au plancher bas. 15% sont issus des fenêtres, c'est-à-dire la menuiserie. Le renouvellement d'air, tout comme les murs, représente 20% des déperditions dans une maison. Comme nous pouvons le constater sur ce schéma, la plus grosse des déperditions est due à la toiture. Donc, lors des travaux de rénovation, pour engendrer des économies d'énergie, il vaut mieux faire attention à la toiture, à l'air renouvelé au mur ainsi que la menuiserie. Les déperditions thermiques peuvent être calculées par des ratios ou bien par des logiciels tels que ClimaWind. Ces déperditions permettent de déterminer la puissance à installer, notamment dans le domaine du chauffage. À présent, nous allons voir le dimensionnement de l'eau chaude sanitaire d'un logement. Tout d'abord, le schéma de principe. Premièrement, il y a la production. Elle peut être assurée par différents types de systèmes, tels que le réseau urbain, les panneaux solaires, ou bien comme dans notre schéma, d'une simple chaudière. Ensuite, il y a forcément un échangeur. Le rôle de l'échangeur est d'assurer les échanges thermiques tout en évitant le mélange des deux fluides caloporteurs. Vous
pouvez voir aussi la présence d'une pompe. Le rôle de cette pompe est d'assurer la circulation du fluide et de combattre les pertes de charge du réseau. Et pour finir, il y a le ballon de stockage. Nous sommes donc face à une installation dite semi-instantanée. À présent, nous allons passer à l'étape de dimensionnement. Dans un premier temps, il va falloir déterminer le nombre de logements, noté N. Nous allons prendre comme hypothèse qu'il y a 92 logements standards. Sachant qu'un logement standard est un appartement de type F2 ou F3 occupé par 3 ou 4 personnes et comportant les équipements tels que un lavabo, une baignoire et un évier. Il faut ensuite déterminer le coefficient de simultanéité, noté S. Ce coefficient permet de tenir compte de l'influence des divers soutirages dans les logements. S équivaut à 1 sur racine carrée de n-1 plus 0,17. Dans notre cas, la valeur de S est 0,275. Ensuite, il faut déterminer la consommation journalière de l'immeuble. Sachant qu'un logement type consomme 160 litres à 55 degrés par jour, nous pouvons ainsi déterminer la consommation journalière de l'immeuble. Dans notre cas, elle vaut 14 720 litres par jour. Pour un dimensionnement d'un système de production d'eau chaude sanitaire en semi-instantané, la période de pointe de référence est de 10 minutes. On prendra comme hypothèse que l'équipement sanitaire dans un logement est utilisé que par une seule personne, quel que soit le nombre d'occupants. Dans notre cas, la consommation de pointe sur 10 minutes vaut 1265 litres. De ce fait, nous pouvons conclure que le ballon de stockage de l'ECS doit avoir une capacité de plus de 1200 litres. Ensuite, nous pouvons déterminer l'énergie nécessaire à fournir au ballon. Pour ce faire, nous allons utiliser la formule suivante. M, la masse d'eau dans le ballon, fois Cp, la chaleur massique de l'eau, fois delta T, la différence de température entrée-sortie du ballon. Ce qui nous donne 254 000 kJ. Et pour finir, la puissance de l'échangeur s'obtient par la fraction de l'énergie nécessaire au ballon de stockage par le temps que l'on fixera à 30 minutes. Et voilà, le tour est joué. Nous sommes actuellement arrivés à la fin de la projection. Si cette vidéo vous a plu, merci de laisser un petit pouce bleu. Sur ce, prenez soin de vous. À bientôt.